To introduce Dr. Christine Hortmans. Dr. Hortmans is professor at the École des Hautes Études en Santé Publique, and that's in Rennes, in France, in health monitoring and safety. So Dr. Hortmans will give us today, we have the privilege of getting a presentation on vector-borne infectious diseases on the Guiana Plateau. So please note that, dear participants, you'll have the possibility to ask questions, but only after the presentation. Thank you very much. Bonjour tout le monde. Donc, je suis enseignante à l'École des hautes études de santé publique sur la gestion des risques et la gestion des alertes et des crises. Et aujourd'hui, je vais vous parler des maladies vectorielles, de la lutte, comment mieux améliorer la lutte contre les maladies vectorielles sur le haut plateau guyanais. Voilà. Alors, le haut plateau guyanais est une région très sensible aux maladies infectieuses à transmission vectorielle, de par son environnement équatorial, le climat qui est chaud et humide, et bien sûr la présence. Because of its climate, which is hot and humid, and the presence of vectors in that region. Une lutte, un contrôle épidémiologique rigoureux, une lutte. Although we tend to control the rigorous epidemiological monitoring, dengue fever and malaria remain very. Tenir également ces deux maladies ont des distributions spatiales très différentes. Aussi, il va falloir tenir compte d'autres conséquences. Have different spatial distributions. We should also take into consideration the other factors as environment, climate, and presence of vectors. In order to understand this phenomenon, this epidemic, we have to tackle the territorial vulnerability. So the fight against epidemics requires taking into account the relation between society and territory, this relation which contributes to the dynamics of the epidemic. In fact, territorial vulnerability differentiated in time and space. And for this, we have to take into consideration the space management, decision-making in politics, decisions of the responsible risk management, and territorial projects. We are going to define these different territories. They can be defined qui supporte le moustique et son écologie. Effectivement, c'est assez bien connu. Néanmoins, concernant la répartition des moustiques dans ce territoire, on peut constater un manque de certaines données dans certaines régions de la Guyane française et également un manque de données dans certaines régions voisines. Le territoire peut aussi être défini par le périmètre d'action des managers des risques, des gestionnaires de risques. Néanmoins, on peut remarquer qu'un grand nombre d'acteurs sur un territoire peut rendre l'action éclatée et polysémique. Plus largement, on peut également définir le territoire par les pratiques et les représentations des populations. Effectivement, c'est-à-dire donc diverses formes de relations entre l'espace, la nature, l'individu et les groupes. Néanmoins, ces trois définitions de territoire sont bien entendu liées et interagissent avec une dynamique assez complexe. Ce qu'il est important de formuler ici, c'est l'importance donc de réaliser des cartes de zonage, des cartes de population et des cartes de distribution vectorielle. Voilà. Donc, partons sur les deux pathologies donc, qui sont endémiques sur le haut plateau guyanais, c'est-à-dire la dengue et le paludisme. Donc, la dengue est une... voilà.
please, before, voilà, thank you very much. La dengue, donc, est véhiculée par un moustique qui est sur le haut plateau guinéen, en fait, de manière générale en Amérique du Sud. Donc, c'est Aedes aegypti. C'est l'arbovirose la plus commune sur le haut plateau guinéen, mais également, c'est l'arbovirose la plus commune dans le monde. Sa présence est strong. Its presence is very strong on the coast. In fact, the diversity of artificial breeding sites favorable for its development, for the development of this mosquito. The mosquito Aedes aegypti was eradicated between 1940 and 1960 by the PAO with DDT. It is no longer authorized because of side effects on health and natural environments. On peut constater une épidémie régulière à peu près tous les 4 à 7 ans sur le territoire et en particulier sur la côte. Et on peut également donc constater que cette maladie est endémique, en particulièrement donc dans les régions côtières. La suivante, next. Là, vous pouvez voir, c'est une représentation, elle est un peu ancienne, mais les choses n'ont pas beaucoup changé, si ce n'est que si le territoire est un petit peu étendu de la représentation, donc de la dengue de par le monde. Le territoire est un petit peu étendu, oui, du fait de la propagation du moustique. Thank you. Next one. Donc, la malaria, elle est transmise par un autre moustique qui est un anophèle d'Arlinji. Depuis 1950, depuis les années 50, la malaria, le paludisme est très fortement installé dans la Guyane française et dans tout le plateau guyanais. La lutte contre le paludisme a été un grand succès entre les années 1967 et 1978 et on a pu à cette époque constater la disparition de la transmission donc, du paludisme sur la côte. Néanmoins, et cela continue puisque le nombre de cas continue à diminuer depuis 2005, la statistique dont on dispose. On a pu compter 4 000 cas en 2005, 1 200 cas en 2011, c'est devenu 600 cas en 2017. Néanmoins, le paludisme reste une maladie endémique sur cette région. Là, vous voyez donc la malaria de par le monde. On voit une zone importante au niveau de l'Amazonie en Amérique du Sud et particulièrement représentée en Afrique. Au niveau de la Guyane française, les zones où l'on trouve encore des cas de paludisme sont les bassins fluviaux du Maroni et de l'Oyapock, qui sont donc des zones endémies à palustre à transmission permanente. Cette maladie se retrouve principalement sur la côte. En effet, du fait de son pouvoir attractif donc de la côte et de l'urbanisation importante des régions côtières, de l'explosion de la population, du transport des biens et des personnes, on peut donc constater des épidémies régulières associés donc à des événements sociétaux, environnementaux, de l'occupation, des activités, du comportement humain. Donc, en fait, ce que je tends à vous dire, c'est que ces épidémies ne sont pas du fait uniquement du moustique, mais également causées par notre relation avec l'environnement. Alors, bien sûr, ici, je vous ai mis une photo des larves de moustiques qui se reproduisent, il leur faut donc dans l'eau. Et cela est important de le savoir pour pouvoir mieux comprendre l'écologie de cet animal. Donc, bien sûr, pour la population et les managers et les contrôleurs de risque, l'épidémie est uniquement due au vecteur. Et bien sûr, dans ce cas, le contrôle du vecteur et la lutte antivectorielle est la réponse naturelle que l'on peut donner pour lutter contre les épidémies, comme par exemple, en ce qui concerne le paludisme, la distribution de moustiquaires imprégnés. Néanmoins, la transmission est bien différente selon le territoire, les caractéristiques des populations et leur manière de vivre.
Alors, reprenons la notion de zone à risque concernant le risque de maladie vectorielle. Intégrer donc cette notion de vulnérabilité. Ça nécessite la connaissance du contexte de l'émergence et de la propagation des maladies vectorielles. Pour cela, il est nécessaire d'associer les sciences médicales, ce que l'on connaît de la médecine, mais également les sciences sociales et humaines. Ce n'est qu'en tenant compte de l'inégalité territoriale et de l'inégalité sociale des populations, de leur manière de vivre, que l'on pourra mieux les aider à lutter contre la propagation des épidémies, de par la lutte aussi du moustique tigre, donc le moustique Aedes qui est responsable de cette pathologie. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends l'exemple de la Guyane, puisque je suis française et que c'est l'exemple qui est le plus étudié par nos chercheurs en France. On peut remarquer qu'en Guyane française, 80% de la population habite sur 5% du territoire, en l'occurrence le littoral. Il y a une explosion démographique associée à une immigration importante. Juste une petite parenthèse pour enfin, je suppose que certains d'entre vous le savent certainement, donc la dengue est responsable, la maladie de la dengue est responsable de il y a 4 sérotypes différents sont responsables de la maladie de la dengue. Or, il n'y a pas d'immunité croisée, c'est-à-dire si on a un virus de la dengue, on ne sera pas protégé contre les 3 autres virus responsables de la dengue. Donc, cette explosion démographique, revenons à nos moutons, est donc, entraîne une pression très importante sur le bâti. Or, cette construction importante va être favorable au développement des sites de reproduction de moustiques, du fait d'une haute densité de bâtiments, de l'eau stagnante, d'un manque de drainage des terrains, de la construction sur des terrains marécageux, de l'augmentation de l'urbanisation. On peut constater, et donc c'est une des causes de ces épidémies, donc c'est qu'il y a un manque total de réflexion entre les responsables du bâti et les responsables de la lutte antivectorielle. Autrement dit, qu'une urbanisation qui n'est pas réfléchie pour intégrer ce phénomène de reproduction de moustiques va promouvoir la dynamique des épidémies. Concernant la malaria, le nombre de cas augmente sur la côte. Bon, je vous ai dit qu'il diminuait, mais c'est vrai qu'après une diminution importante, il y a toujours des cas sur la côte, malgré une lutte quand même très importante des pouvoirs publics et des responsables de la lutte antivectorielle. C'est dû sans doute à notre utilisation de notre environnement, mais également aux populations de mineurs, de chercheurs d'or qui travaillent dans les forêts, souvent de manière illégale, la construction des routes qui The facilitent construction of roads that facilitate travel. But what we can say, what we can identify as one of the principal causes of the new cases of malaria is precarious living, difficulties of life, lack of prevention. notre espace et l'anthropisation de la forêt, qui modifie les écosystèmes. D'ailleurs, à ce titre, il y a eu un programme en France, donc pour la Guyane française, d'aide aux orpailleurs, donc de distribution de médicaments et de moustiquaires pour les aider à se protéger contre le paludisme. C'est lorsqu'ils reviennent sur la côte, ces orpailleurs, parfois malades, se font piquer et c'est à ce moment-là que de nouveaux cas peuvent apparaître là où la population est assez dense. Voilà. Donc, quelques pistes d'action pour
terminer ce premier chapitre. Il est important de promouvoir des projets de recherche multidisciplinaires avec des comités d'experts rassemblant à la fois des médecins, des ingénieurs experts dans la lutte antivectorielle, mais aussi des experts des sciences humaines qui vont pouvoir mieux mettre en perspective donc, notre relation à notre environnement et créer des ponts entre les différents opérateurs de la lutte antivectorielle, mais également les responsables de bâtiments et ceux qui prennent des décisions politiques et les décisions de territoire. Il est également important d'intégrer les attentes et les connaissances de des populations que l'on veut atteindre. Ce n'est qu'en comprenant leur mode de vie, leur interaction avec leur environnement que l'on pourra avoir un management opérationnel. Donc, anticipation et multidisciplinarité seront les clés de succès de la lutte antivectorielle. Là, je vous ai mis des images montrant les sites de reproduction des larves des moustiques. Donc, les moustiques pondent dans des lieux, dans des récipients contenant de l'eau. Il faut savoir que même si ces récipients s'assèchent, les larves se collent sur les bords du récipient et vont pouvoir reprendre vie lorsque le récipient sera à nouveau rempli d'eau. Il y a des actions particulièrement au niveau des cimetières qui contiennent de nombreux récipients pouvant obtenir de l'eau, on va dire. D'accord, il faut, voilà, d'autres images, donc les pneus, mais aussi des récipients, des endroits naturels. Je voulais juste vous parler, mais je vais aller très vite sur les épidémies nouvelles comme le Zika. Hein, donc, on va très rapidement. Donc, Zika est connu depuis très longtemps puisque il existait dans la forêt en Ouganda, la forêt Zika, mais en 2015, il a provoqué une épidémie, particulièrement en Amérique du Sud, dans de nombreux pays, provoquant du conjonctivite, de la fièvre, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires. Et le risque on a découvert assez rapidement que le risque était particulièrement pour les nouveau-nés, notamment au Brésil, où on a augmenté une augmentation anormale de microcéphalie chez les nouveau-nés, et donc avec la présence du virus dans les liquides amniotiques. Et donc, pour cette maladie, je voulais juste faire un petit focus pour vous expliquer qu'il y a des nouvelles épidémies, ce qui était important. Donc, il était décidé de faire un suivi très précis de la grossesse en augmentant les échographies et en cas de malformation, en faisant des analyses biologiques dans les tissus et les liquides du nouveau-né. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais regarder s'il y a des questions pour échanger avec vous. Voilà, donc je ne vois pas de questions et peut-être, et je ne vois pas donc non plus de discussion. Donc peut-être… Oui, merci en tout cas, Dr. Hortmans, pour cette présentation. Très intéressant de voir vraiment le lien entre aussi l'appel que vous faites à la multidisciplinarité. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un petit exercice. Je me suis replongée dans cette problématique qui m'a toujours intéressée. Et je vais rester un petit peu avec vous pour écouter les présentateurs suivants. Et je vous souhaite un bon courage dans vos actions en Guyane et dans les pays du Haut Plateau guyanais. Au revoir. Merci, docteur.